Les 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes permettent de mettre en lumière une réalité qui est pleinement d'actualité. Ariane Aubert-Bonne en discute avec la coordonnatrice de la table de concertation des groupes de femmes de la Gaspésie et des îles de la Madeleine, Nastasia Williams. Aujourd'hui, je rencontre la coordonnatrice de la table de concertation des groupes de femmes de la Gaspésie et des îles de la Madeleine, Nastasia Williams. Bonjour. Bonjour. Alors, on est en plein cœur des 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes. En Gaspésie, aux îles de la Madeleine, ça bouge. C'est une semaine où il y en a des actions. Donc, dites-moi un peu, qu'est-ce qui se passe sur le territoire ces temps-ci? Bien, je dirais que les centres de femmes, les maisons d'hébergement pour les femmes qui vivent la violence, ainsi que les CALAC sont très occupés pour ces 12 jours-là à faire un travail de sensibilisation sur les différentes formes de violence que vivent les femmes de notre région. Puis ça se traduit par différents types d'activités, là, que ce soit des diffusions de documentaires, des activités de sensibilisation dans la rue avec, par exemple, en collaboration avec la SQ, des dîners-conférences, dîners-discussions. On a même eu Ingrid Falaise qui est venue faire une conférence à Gaspé. Donc, c'est assez chargé. Donc, une semaine remplie d'activités. Si on veut avoir les détails de la programmation, on va à quel endroit? Bien, chaque communauté a une maison d'hébergement ou un centre de femmes. En Gaspésie, on a le Calax, la Baume Gaspésie qui ont toutes des programmations. Dans le fond, si vous consultez leur page Facebook, selon le territoire sur lequel vous résidez, vous pouvez voir leur programmation là, qui est généralement très bien publicisée. Parfait. Maintenant, j'en viens au cœur du sujet, les 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes. Donc, pourquoi maintenant on parle pas simplement de la violence, mais on parle des violences au pluriel? Bien, je dirais qu'il y a deux dimensions à ça, en fait. Il y a le fait qu'il y a toutes sortes de violences. Par exemple, on sait que, bien évidemment, il y a les violences qui vont se vivre dans un contexte conjugal, qui ont leur spécificité, qui est souvent un peu plus connue parce que très tristement médiatisé. Puis, il y a les agressions à caractère sexuel qui peuvent se passer soit en contexte conjugal ou pas en contexte conjugal, qui, elles aussi, ont un lot de spécificités, mais qui peuvent se faire dans toutes sortes de contextes. Donc, ça, c'est une dimension. Donc, il y a des différents types de violences. Puis, un autre aspect qui nous semble important de mettre de l'avant, c'est aussi que c'est pas toutes les femmes qui vont vivre les mêmes vulnérabilités ou les mêmes obstacles pour aller chercher de l'aide dans un contexte. Évidemment, toutes les femmes sont susceptibles de vivre de la violence dans leur vie, mais il y a certaines femmes qui sont plus susceptibles que d'autres. Puis il y en a aussi qui ont moins qui ont accès à moins d'outils lorsque vient le temps de dénoncer ou de se sortir d'une situation de violence. Donc, ça donne tout son sens à ces 12 jours-là où on en parle, où on met au grand jour les outils qui sont disponibles. 12 jours pour parler de la violence, est-ce que c'est suffisant? Bien, évidemment, on devrait en parler à l'année longue. Là. On sait que, tu sais, on parle malheureusement de, tu sais, par exemple, dans les médias, on va parler des féminicides, on va parler, par exemple, de ce qu'on a vécu cet été avec des agressions sexuelles dans un contexte de festival sur notre territoire. Tu sais, c'est des cas qui sont médiatisés, mais je pense que la sensibilisation est fondamentale dans un contexte où c'est comme si on était dans un contexte d'apprentissage collectif par rapport à ça. Il y a beaucoup de travail à faire. Évidemment, ces 12 jours-là c'est comme un élan collectif qu'on se donne. Par contre, cette sensibilisation-là est fondamentale à l'année. Tu sais, moi, je pense que plus on est sensibilisé, plus on est en mesure d'identifier c'est quoi de la violence, soit pour soi, mais aussi pour les gens qui nous entourent. Donc, potentiellement, d'agir lorsqu'on est confronté à une situation comme celle-là. Agir quand nous, on l'a vu, de comprendre que c'est pas de notre faute, que c'est pas nous qui avons été inadéquates, par exemple, quand on vit de la violence. Mais quand on a des gens autour de nous, ben quand on comprend mieux les problématiques,
on est en mesure d'avoir une bonne réaction, d'être un ou une réelle alliée à la personne qui est dans une situation de violence. Donc ça, c'est plus au niveau individuel ou personnel dans des communautés pour les citoyens et citoyennes. Mais on sait aussi que plus la population est sensibilisée, plus elle s'en saisit comme d'un enjeu qui est important, bien, plus les instances politiques vont avoir tendance à agir. Par exemple, un citoyen ou une citoyenne d'une communauté peut très bien aller voir son conseiller, sa conseillère municipale pour dire hey, pour moi, la violence, les violences, c'est vraiment un enjeu fondamental. On aimerait ça, par exemple, que la municipalité devienne une municipalité alliée de la violence contre la violence conjugale. Donc, pour en arriver là, ben, ça prend de la sensibilisation. Donc, oui, plus de sensibilisation, mais on saisit l'occasion en ce moment. Exactement. D'ailleurs, on le voit hein, qu'il y a de plus en plus de municipalités qui prennent position dans le domaine. C'est très intéressant. Il y a encore du travail à faire en matière de violence, en matière de féminisme aussi. On entend souvent dire « Ah, aujourd'hui, c'est plus comme avant, il n'y a plus les mêmes écarts. » Mais de ce qu'on constate, il y a toujours un travail à faire et ce ne sont pas... En fait, c'est pas parce que maintenant on est plus attentif, par exemple, à l'équité salariale que les femmes ne vivront pas de violence dans d'autres contextes. Bien, on est plus sensible à ça par rapport à l'équité salariale, mais je tiens à souligner que c'est pas encore atteint. Donc, le mythe de l'égalité atteinte est vraiment quelque chose qui est problématique en termes d'égalité homme-femme. Évidemment, il y a des progrès significatifs qui ont été faits, au fil de l'histoire. On a reconnu, les violences comme étant un phénomène, qui pouvait venir avec des conséquences légales. Ça n'a pas toujours été le cas. On a progressivement, par exemple, reconnu qu'il pouvait y avoir des viols dans un contexte conjugal, ce qui n'était pas le cas historiquement. Et, l'État s'est vraiment saisi de cet enjeu-là, puis c'est beaucoup moins banalisé que ça l'a été à une époque. Par contre, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a encore énormément de femmes qui vivent de la violence conjugale. Qui, parallèlement à ça, mais il y a des nouvelles formes de violence aussi qui apparaissent. C'est pas quelque chose qui existe principalement, par exemple, chez des femmes plus aînées. Je veux dire, il y a des femmes de toutes les générations qui vivent de la violence, différents types de violences, que ce soit des violences dans un contexte conjugal ou pas, que ce soit une agression à caractère sexuel, de toutes les générations. Puis il y a des nouvelles formes qui apparaissent. Par exemple, les cyberviolences. C'est un phénomène nouveau puis qui est vécu beaucoup par des jeunes femmes. Puis c'est un phénomène qui est assez courant. Donc, les efforts qu'on doit... Je pense qu'on est plus habile à identifier les violences ou à saisir qu'il y a des cas qui sont inacceptables, mais on a encore énormément de travail à faire pour y mettre fin, pour transformer les pratiques, pour que les individus soient plus en mesure d'identifier quand nous-mêmes, on peut faire... quand un individu peut faire des violences... mais aussi, bien évidemment, pour avoir des réponses qui sont adéquates. Là, on n'est pas encore... on a encore beaucoup de chemin pour s'assurer que il y a une réponse adéquate et des conséquences réelles au fait de commettre des violences envers des violences de façon générale, mais des violences envers les femmes aussi. J'imagine que ça passe tout d'abord par une bonne éducation. Bien, il y a un travail d'éducation auprès de toutes les générations, mais notamment auprès des jeunes sur l'éducation au consentement, par exemple. Puis, c'est quoi des relations égalitaires? Puis c'est là qu'il y a quelque chose, je pense, d'intéressant, c'est que d'avoir des relations qui sont égalitaires, ça va au-delà de simplement ne pas commettre des gestes violents ou de ne pas avoir des paroles violentes. C'est aussi de réfléchir, par exemple, au mode de communication, au mode pour être certain que chaque personne se sente respectée dans sa dignité.
dans son intégrité physique, psychologique, économique, à tous les jours. Exactement. Donc, si on se rend compte qu'on vit une situation violente ou qu'un proche vit une situation violente, les types de ressources là, vers lesquelles on peut se tourner sur notre territoire. Bon, c'est certain qu'en cas d'urgence, il y a toujours les autorités comme la Sûreté du Québec. Mais si on cherche une ressource aussi pour discuter de la situation, vers quel type d'organisme on va se tourner? Dépendamment du type de violence, de l'expérience qu'on a vécue, il va y avoir différents types d'organismes. Il y a les maisons d'aide et d'hébergement pour les femmes victimes de violences et leurs enfants, qui sont une ressource pour pour les femmes qui vivent la violence, où on peut aller, on n'est pas obligé d'être à un moment où il y a, par exemple, de la violence physique, puis on craint pour sa vie d'aller là. On peut y aller plutôt dans le processus quand on se questionne. Est-ce que c'est normal la situation que je vis? Est-ce que j'aurais besoin d'aide pour juger de comment se déroule ma relation? Est-ce que le sentiment d'inconfort que je vis est normal? Donc, pour aller, des fois, juste vérifier ou discuter avec une intervenante, c'est pas obligé, on n'est pas obligé d'aller à la maison dans une maison d'hébergement simplement lorsqu'on a besoin de fuir son domicile, par exemple. C'est un endroit où on peut aller si on a besoin de fuir. Donc, c'est un endroit où il y a des ressources autres que l'hébergement. Exactement. Donc, on peut aller dans une maison d'hébergement pour différents types de besoins qui vont de « je me pose des questions » à « je dois fuir mon domicile en urgence parce que je crains pour ma sécurité ». On a les CALACS, qui sont des organismes qui offrent un soutien dans les contextes d'agression à caractère sexuel. Je tiens à souligner que le CALAC de la Beaume-Gaspésie fait des interventions auprès des femmes, mais aussi auprès des hommes qui ont vécu des agressions à caractère sexuel. Parce que, c'est ça, la majorité des agressions sexuelles sont vécues par des femmes, mais il y a aussi des hommes et des enfants qui vivent des agressions à caractère sexuel. Donc, le CALAC offre ces services-là. Puis, il y a un service de soutien psychologique individuel, mais il y a aussi un accompagnement qui peut être fait selon ce que la personne souhaite faire. Donc, tu sais, on n'est pas obligé d'avoir envie de porter plainte et d'aller devant la justice pour aller rencontrer des intervenantes au CALAC. Donc, ça peut être une ressource qui est vraiment une ressource conseil aussi, là. Absolument. Puis finalement, il y a les maisons, les centres de femmes partout sur le territoire qui ont des intervenantes avec qui on peut parler aussi de ces situations-là. Puis souvent, il va y avoir des activités de groupe qui peuvent nous permettre soit de mieux comprendre la situation qu'on vit, mais aussi, dans certains cas, de guérir. Ce qui peut être un long processus en discutant avec d'autres femmes. Exactement. Donc, il existe une multitude de ressources sur le territoire. Si je pense à une échelle plus nationale aussi, il y a des sites comme SOS Violence conjugale également. Absolument. En fait, il y a plusieurs sites. Il y a plusieurs. En fait, la ressource, c'est vraiment SOS Violence. Mais les différentes maisons d'aide et d'hébergement du territoire aussi ont des sites Internet sur lesquels c'est possible d'obtenir des informations. Puis, il y a toujours aussi un bouton « Quitter rapidement ». Donc, si jamais une personne est en train de lire un de ces sites-là pour aller chercher de l'information, aller chercher un numéro de téléphone, par exemple, il y a toujours la possibilité de quitter rapidement, puis la page est redirigée vers un autre. Donc, il y a moyen de le faire en préservant sa sécurité. Puis, au-delà des ressources, je pense que quand on vit une situation où soit on se questionne ou c'est clair qu'on vit de la violence, c'est important. Un des mécanismes des violences, c'est l'isolement. Donc, c'est important d'en parler à une personne de confiance. Puis, de cet échange-là, de verbaliser ce qui se passe, ça peut déjà être un premier pas vers
une transformation dans la situation. Donc, d'en parler à une personne de confiance, que ce soit une personne amie, que ce soit un collègue, que ce soit une personne intervenante, ben c'est souvent la première étape. Donc, on encourage les gens à briser le silence, quoi que quelconque soit la situation. Donc, il y a un mot d'ordre finalement, c'est « parlons-en ». Oui, absolument. Exactement. Mais j'aimerais quand même souligner une dimension dont je n'ai pas parlé depuis le début. C'est que, on parle des violences souvent de façon uniforme. Mais je mentionnais en début d'entrevue que ce n'est pas toutes les femmes qui vivent les violences des mêmes façons ou qui sont exposées aux mêmes violences ou qui vont avoir les mêmes mécanismes. On sait par exemple que la question du logement va être, je prends un exemple, là, la question du logement est souvent un enjeu qui va venir faire, par exemple, qu'une femme peut retourner, si elle n'arrive pas à trouver un logement, ça peut ralentir un processus de sortie d'une situation de violence. Pour bien des femmes. Mais si on se concentre, par exemple, sur les personnes qui peuvent avoir plus de difficultés à trouver des logements, donc qui peuvent vivre des discriminations au moment de chercher un logement. On peut penser, par exemple, avec des personnes qui vivent avec un handicap, qui peuvent avoir besoin d'un appartement spécifique, qui sont moins nombreux. On peut penser aux personnes qui sont immigrantes ou qui sont racisées, qui vont vivre plus de discrimination. Mais dans ces contextes-là, ces personnes-là peuvent avoir encore plus de difficultés que, par exemple, une femme blanche qui n'a pas d'handicap à trouver un logement. Donc, plus de difficultés encore à sortir d'une situation violente ou à changer de contexte. Donc, c'est vraiment important pour nous de souligner que si on veut avoir des actions qui sont pertinentes ou des interventions pertinentes sur les violences, bien, c'est important de tenir en compte ces enjeux-là. Évidemment, d'avoir une intervention, par exemple, en ce moment, on vit une crise du logement en Gaspésie, aux Îles-de-la-Madeleine, mais aussi de tenir compte, en fait, de comment les différents types de scénarios peuvent jouer sur les violences, puis d'ajuster notre intervention par rapport à cette réalité-là. Donc, ça demanderait même une intervention politique là, dans ce contexte-là, justement pour faciliter l'accès à différents types de logements. Bien, tous les mécanismes qui aident la résilience des personnes. Mm-hmm. Donc, souvent, quand on vit une forme ou une autre de violence, ça implique à un moment ou à un autre de changer de vie d'une certaine façon. Pas changer de vie, mais comme de déménager ou de sortir d'un milieu. C'est sûr que la question du logement dans ce contexte-là est vraiment fondamentale dans notre région. Puis oui, ça prend une intervention politique, ça prend, mais aussi encore là de la sensibilisation pour qu'on prenne conscience que les discriminations qu'on vit, par exemple, en termes de logement, n'ont pas leur place, puis ça peut vraiment faire la différence dans la vie d'une personne et de sa famille. Très bien. Donc, Natasia Williams, merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter avec nous aujourd'hui de violence. Et puis, bonne suite de 12 jours. Bien, merci beaucoup. Puis, je nous le souhaite à tous et à toutes, en fait. Je pense qu'on peut tous et toutes vraiment faire une différence sur les dossiers de violence. Merci. Au revoir. Vous recherchez une expérience d'hébergement en Gaspésie alliant un site exceptionnel avec la découverte d'un menu culinaire du terroir gaspésien? C'est ce que vous offre le motel Fraser de Chandler et le restaurant Le Sieur de Pabot. Utilisez notre borne automatisée lors de votre séjour, réservez une table, découvrez notre menu ou commandez votre repas directement sur notre site web. Pour un séjour inoubliable, le motel Fraser, un incontournable en Gaspésie.